Une immense étendue de neige immaculée, des vents mordants, des paysages sans vie et d'étranges signaux inquiétants semblant surgir des profondeurs de la Terre. Ces impulsions radio apparaissent en Antarctique et nul ne parvient à déterminer ce qu'elles sont ni d'où elles proviennent. En réalité, les scientifiques conduisent une expérience baptisée ANITA, acronyme de Antarctic Impulsive Transient Antenna. Il s'agit d'un ensemble de détecteurs solidement fixés à d'immenses ballons, lesquels dérivent à très haute altitude au-dessus du pôle sud. Leur mission consiste à repérer des neutrinos d'énergie extrêmement élevée, précisément lorsqu'ils heurtent la glace et génèrent une brève mais intense émission d'ondes radio. Les neutrinos sont de minuscules particules, presque dépourvues de masse et totalement privées de charge électrique. Ils sont omniprésents. Des milliards d'entre eux traversent votre corps chaque seconde, y compris pendant que vous regardez cette vidéo. Leur origine est variée. Ils proviennent du Soleil, d'étoiles en pleine explosion, des profondeurs de l'espace, et même du sol sous vos pieds. Le Soleil en émet en continu lorsqu'il transforme l'hydrogène en hélium. Les étoiles mourantes libèrent, lors des supernovae, d'énormes bouffées de neutrinos. Lorsque des rayons cosmiques très énergétiques frappent l'atmosphère terrestre, ils produisent également de nouveaux neutrinos qui retombent ensuite vers la surface. Certains naissent même de la désintégration de matériaux radioactifs au cœur de la Terre. Les plus anciens d'entre eux parcourent l'univers depuis le Big Bang. Pourtant, ils restent presque indétectables, car ils interagissent très rarement avec la matière. C'est pour cette raison que les scientifiques ont recours à des dispositifs aussi spectaculaires qu'ANITA, afin d'espérer en intercepter ne serait-ce que quelques-uns. Mais revenons à ce jour fatidique où tout a changé. Normalement, les signaux radio produits par les neutrinos rebondissent sur la glace et se propagent vers le haut, exactement là où ANITA peut les détecter. C'est précisément l'objectif de l'expérience. Étudier les neutrinos afin d'en apprendre davantage sur des événements cosmiques lointains, comme les supernovae ou des phénomènes se produisant à des années-lumière. Pourtant, un événement profondément étrange s'est alors produit. Les détecteurs ont enregistré des ondes radio qui ne rebondissaient pas sur la glace. Elles semblaient provenir de sous l'horizon, comme si elles émergeaient des profondeurs. Or, cela ne devrait tout simplement pas être possible. Selon les lois connues de la physique, un signal ne peut pas remonter à travers de la roche et de la glace solide. L'une des chercheuses, Stephanie Wissel de Penn State, a également indiqué que ces ondes radio arrivaient selon des angles extrêmement abrupts, proches de 30 degrés sous la surface. La seule manière d'expliquer cela serait que le signal ait traversé des milliers de kilomètres de roches solides avant d'atteindre le détecteur. Mais dans ce cas, la roche aurait dû l'absorber entièrement. Quelque chose ne concordait donc pas. L'équipe a effectué l'ensemble des calculs possibles, sans obtenir de réponse claire. Pour les chercheurs, le problème restait néanmoins intéressant, puisqu'ils ignoraient toujours la nature exacte de ces anomalies. Ce qu'ils savaient en revanche, c'est qu'il ne s'agissait probablement pas de neutrinos. En effet, lorsqu'un neutrino est détecté, cela signifie qu'il a parcouru une distance prodigieuse sans interagir avec quoi que ce soit, peut-être depuis la limite de l'univers observable. Or, ce qu'ANITA a détecté ne se comporte pas comme un phénomène déjà observé par les scientifiques. Cela pourrait indiquer l'existence d'un type de particule entièrement nouveau, ou bien révéler un processus encore incompris. Les résultats ont été publiés dans Physical Review Letters, mais le mystère demeure entier. Personne ne sait réellement ce qui se passe sous la glace antarctique, sinon qu'un phénomène semble s'y manifester en ne respectant pas les règles établies. Si les scientifiques parviennent effectivement à détecter et à localiser l'origine de ces particules ultra rapides, ils pourront en apprendre énormément sur l'univers, bien plus que ce que même les plus grands et les plus coûteux télescopes permettent. Voyez-vous, les neutrinos traversent pratiquement l'espace à la vitesse de la lumière, effleurant à peine la matière. Ils peuvent ainsi transporter des informations intactes sur des événements survenus à des millions, voire des milliards d'années-lumière. C'est pourquoi Wissel et de nombreux chercheurs à travers le monde construisent ces détecteurs d'une sensibilité exceptionnelle pour capter les signaux des neutrinos. Même les plus faibles sont essentiels, car un minuscule sursaut de données peut renfermer un véritable trésor d'informations. Les scientifiques conçoivent donc des installations, tant en Antarctique qu'en Amérique du Sud, pour détecter ces particules rares. ANITA est l'un de ces détecteurs, et l'Antarctique s'avère l'endroit idéal. Quasi aucun bruit radio, aucune ville, aucun trafic, ni interférences aléatoires. Le dispositif est en réalité fascinant. Il fixe un groupe d'antennes radio à un ballon géant,
l'envoient à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude et le laissent flotter au-dessus des étendues infinies de glace éclatantes. De là-haut, ils pointent vers le bas, à l'écoute des signaux faibles provenant des profondeurs de la glace. Lorsqu'un de ces neutrinos extrêmement rares, un neutrino tawick, frappe la glace, il engendre une autre particule, le lepton tau. Ce dernier s'échappe ensuite de la glace et commence à se désintégrer, perdant de l'énergie et se fragmentant. Cette désintégration produit ce que l'on appelle une gerbe atmosphérique, comparable à une pluie d'étincelles invisibles dans l'air. Si nous pouvions voir ces cascades, elles ressembleraient à quelqu'un agitant un feu de Bengale dans l'obscurité, laissant derrière lui des traînées lumineuses. En analysant la direction et la configuration de ces signaux, ceux émanant de la glace, gerbes de glace, et ceux se produisant dans l'air, gerbes atmosphériques, les chercheurs peuvent déterminer la provenance de la particule initiale. En général, c'est extrêmement précis, un peu comme faire rebondir une balle sur le sol. On peut anticiper sa trajectoire. Mais ces nouveaux signaux étranges ne se comportent pas comme prévu. Les angles sont totalement incohérents, bien plus raides que tout ce que les modèles sont capables d'expliquer. L'équipe a donc approfondi son enquête. Tout d'abord, elle a étudié l'intégralité des données issues des multiples vols en ballon d'Anita. Puis, elle les a confrontées à d'innombrables simulations informatiques de rayons cosmiques et de neutrinos, en filtrant tout le bruit de fond habituel. Les résultats ont même été recoupés avec d'autres expériences, comme le détecteur IceCube, également installé en Antarctique, et l'observatoire Pierre Auger, en Argentine. L'objectif était de vérifier si d'autres avaient détecté des gerbes atmosphériques ascendantes similaires. Et devinez quoi? Les événements ont pris une tournure encore plus étrange. Les chercheurs n'ont rien trouvé. Aucun autre détecteur n'avait enregistré quoi que ce soit de susceptible d'expliquer ce qu'Anita avait observé. C'est pourquoi ils ont fini par qualifier l'ensemble de la situation d'anomalie. Cela signifie essentiellement, oui, nous ignorons ce que c'est, mais cela ne se comporte assurément pas comme un neutrino. Wissel a précisé que les signaux ne s'inséraient pas dans le schéma habituel du comportement attendu des particules. Certains ont avancé des hypothèses, peut-être une nouvelle forme de physique, ou un indice de la matière noire. La matière noire est essentiellement cette substance invisible qui empêche l'univers de s'effondrer. Elle est présente partout, nous ne pouvons simplement pas l'apercevoir. Les savants tentent de percer son mystère depuis près d'un siècle, et elle demeure l'une des plus grandes énigmes de la physique. Tout ce que nous observons, comme les étoiles, les planètes, les humains ou même les chiens, ne représente qu'environ 5% de l'univers. La matière noire constitue environ 27%. Le reste étant une entité encore plus énigmatique appelée énergie noire. Les chercheurs estiment que la matière noire confère aux galaxies leur structure et maintient l'ensemble de l'univers comme une sorte de colle cosmique. Sans elle, l'univers serait radicalement différent. Il serait absolument fascinant de confirmer la validité de cette théorie. Toutefois, puisque IceCube et OJ n'ont pas détecté les mêmes phénomènes, les hypothèses possibles restent fortement limitées. L'université de Penn State est active dans le domaine de la détection des neutrinos depuis près d'une décennie, construisant des détecteurs et analysant toutes sortes de signaux cosmiques. L'équipe travaille déjà sur leur prochain projet majeur, un détecteur entièrement nouveau, nommé PUO. Il sera plus vaste, plus sensible et nettement plus efficace pour repérer les signaux de ces neutrinos insaisissables. Pour l'heure, ce mystère cosmique persiste et maintient les scientifiques en haleine. Cependant, l'équipe reste optimiste. Une fois PUO et ses capteurs opérationnels, si d'autres anomalies existent, elles seront cette fois détectées. Peut-être découvrirons-nous alors enfin. Des chercheurs viennent d'identifier en Antarctique un lac capable de bouleverser notre compréhension de la vie terrestre. Après avoir foré une épaisse couche de glace, ils ont mis au jour de l'eau demeurée liquide, là où tout devrait être figé. Et, dans cette obscurité totale, des organismes vivants qui prospèrent depuis des temps immémoriaux. L'histoire débute lors d'une mission qui ajouta un site essentiel à la cartographie de l'Antarctique. Entre novembre 2019 et janvier 2020, une équipe progressant dans l'immensité gelée atteignit la zone nommée Lac Enigma. Ils pensaient fouler une vaste plaque de glace, mais leurs instruments révélèrent autre chose. Ils utilisèrent alors un dispositif de forage puissant, sondèrent patiemment couche après couche et détectèrent plus de 12 mètres d'eau liquide retenue sous la surface. Cherchant d'abord de la roche, ils découvrirent finalement, sous cette glace, un monde insoupçonné à l'endroit même où ils s'y attendèrent le moins. Les scientifiques, stupéfaits, ne se sont pas arrêtés à cette révélation
et ont voulu déterminer l'origine de cette eau inattendue. Dans cette portion de l'Antarctique, où s'imposent un froid implacable, des précipitations dérisoires, des vents d'une brutalité constante et une évaporation solaire intense, l'existence même d'un lac demeure presque inconcevable. Toute eau douce aurait dû disparaître depuis longtemps. Il fallait donc qu'une source continue réalimente ce lac subglaciaire. En étudiant la composition chimique des sels et des matières dissoutes, les chercheurs ont décelé des indices concordants. Tout suggérait que le glacier amorphe voisin alimentait silencieusement le lac par un réseau souterrain insoupçonné jusqu'alors. Ainsi se révèle une découverte extraordinaire en Antarctique, dissimulée sous la glace et alimentée non par la pluie ou la fonte superficielle, mais par un flux souterrain qui parcourt silencieusement la planète. C'est grâce à cette alimentation secrète que, lorsque l'équipe a foré davantage, elle n'a pas seulement mis au jour de l'eau. Elle a dévoilé un écosystème enfoui, une forme de vie là où aucune n'était censée subsister. Et par vie, il ne s'agit pas d'être capable de nous saluer, mais de créatures minuscules, de structures infimes, de communautés microbiennes qui ont évolué dans un isolement absolu, protégées par l'épaisse chape de glace et confinées à leur refuge caché. Elles recouvrent le lit du lac de tapis microbiens complexes, non pas de simples amas d'algues, mais des formations structurées, comparables à des moquettes vivantes. Certaines s'étendent en voiles minces et hérissées, d'autres forment des couches épaisses et froissées, voire des structures arboriformes, atteignant une quarantaine de centimètres. Ces architectures, semblables à des images de science-fiction sur la vie de mondes lointains, ne sont pas de simples fragments d'ADN errant dans l'eau. Elles prospèrent, s'assemblent, se superposent et se transforment au fil du temps. Le fond du lac apparaît ainsi, tel le sol d'une forêt obscure, glaciale et éternellement ensevelie. Si la vie parvient réellement à s'épanouir sous 13 mètres de glace dans une quasi-obscurité, il devient clair que notre conception des lieux où elle peut exister doit être réexaminée. Nous ignorons également ce qui pourrait survenir si nous perturbions cet écosystème dissimulé. Que se passerait-il si nous y introduisions machines, présence humaine, ou même notre simple respiration? Ces microbes ont vécu dans un isolement total durant des millénaires, peut-être des millions d'années, sans contact avec le monde extérieur. Une intrusion pourrait les exposer à des organismes inconnus et compromettre leur survie. Alors que nous progressons dans ce domaine encore inexploré, la prudence s'impose. L'Antarctique constitue en effet un vaste recueil des secrets de l'évolution et de la survie, un ouvrage qu'il convient d'aborder avec soin. Ce continent continue de surprendre. Dans ces zones reculées apparaissent des créatures jamais observées, qu'il s'agisse d'animaux marins, aux formes étranges ou d'insectes adaptés au froid dont nul ne soupçonnait l'existence. Par exemple, les scientifiques ont observé une anémone de mer affectionnant la glace, suspendue à l'envers sous la plateforme glaciaire de Ross. Elle évoque une fleur fragile fixée au plafond, déployant ses tentacules dans une eau d'une froideur presque sentimentale. En dirigeant un robot sous la glace, les chercheurs ont mis au jour une espèce entièrement nouvelle. À cela s'ajoute une autre découverte remarquable. L'étoile à plumes fraises de l'Antarctique, un pompon flottant pourvu de 20 bras, dont le corps arbore une apparence évoquant, vous l'avez deviné, celle d'une fraise. Oh, et fait surprenant, l'Antarctique abrite également une immense nurserie de poissons, là où personne n'aurait songé à en trouver une, et même la plus vaste répertoriée sur Terre. Des chercheurs exploraient le fond marin de la mer de Weddell à l'aide de caméras qu'ils remorquaient pour en établir la cartographie lorsqu'ils ont aperçu des milliers, puis des millions de cuvettes identiques creusées dans le sédiment. Ces nids s'étendaient sur 240 km², formant un ensemble de 60 millions de structures, espacées de quelques dizaines de centimètres chacune. Tous appartiennent aux poissons des glaces Neopagetopsis iona, une espèce dite à sang blanc, dépourvue d'hémoglobine, la substance qui rend le sang rouge, mais néanmoins capable de survivre dans des eaux d'une froideur extrême. Dans chaque nid, un parent veillait sur quelques 1700 œufs. Les phoques de Weddell se nourrissant volontiers de ces poissons, cette vaste zone joue à la fois le rôle de nurserie et de véritable banquet pour les prédateurs alentours. Les poissons des glaces eux-mêmes dépendent d'un afflux d'eau plus chaude qui remonte des nutriments et du zooplancton microscopique. Il est remarquable que la colonie présente un bord net, une véritable ligne dans le sable, correspondant précisément au contour externe de cet afflux chaud, comme si l'évolution avait façonné un dispositif parfaitement ajusté.
Une autre découverte en Antarctique, ayant profondément surpris les scientifiques, ne concernait ni un poisson remarquable, ni un os de dinosaure, mais quelque chose de probablement bien plus significatif pour la science, des bulles, de minuscules bulles anciennes, piégées à l'intérieur de ce qui pourrait être la glace la plus ancienne jamais extraite, âgée d'environ 1,2 million d'années. Avant cette trouvaille, les chercheurs possédaient des archives climatiques couvrant 800 000 ans, mais aspiraient à remonter plus loin dans le passé. Ils ont donc passé de nombreuses années à localiser l'endroit parfait où la glace pourrait livrer un récit continu. Certaines régions de l'Antarctique renferment des glaces de 3 à 4 millions d'années, mais elles demeurent fragmentaires, insuffisantes pour un enregistrement ininterrompu. En forant enfin au site adéquat, ils découvrirent des carottes de glace cristalline contenant des bulles ayant capturé l'atmosphère terrestre telle qu'elle était il y a plusieurs centaines de milliers d'années. En analysant cet air ancien, les scientifiques ne se contentent pas d'étudier les gaz. Ils peuvent identifier ce que respiraient nos lointains ancêtres, ce que la planète exhalait et comment se déroulaient les cycles de vie et de climat bien avant nous. La période située autour de 900 000 ans, scellée dans cette glace, pourrait correspondre à l'une des phases les plus critiques pour l'humanité. Selon des études génétiques, la population humaine aurait alors chuté à environ 1300 individus sur l'ensemble du globe. La cause exacte demeure inconnue, mais le climat pourrait y avoir joué un rôle déterminant. Ces bulles anciennes pourraient ainsi détenir les indices permettant de comprendre comment nos ancêtres ont survécu à l'un des chapitres les plus rigoureux de l'histoire terrestre, et peut-être comment nous pourrions affronter le prochain, dans un monde où la planète répète, sous de nouvelles formes, des scénarios éprouvants dont l'Antarctique nous offre les leçons. Une leçon que nous pourrions apprendre à nos dépens concerne ce qui se trouve sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont récemment révélé qu'un phénomène loin d'être tranquille se prépare sous ce continent. Il pourrait y exister des volcans, attendant silencieusement leur moment. Oui, vous avez bien entendu, des volcans ardents et enflammés, dissimulés sous des kilomètres de glace. Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques et constaté que, lorsque certaines portions de glace fondent, la pression qui maintient ces volcans diminue. Et alors, ils pourraient contribuer à la fonte d'encore davantage de glace depuis le dessous. Il s'agit d'une boucle auto-entretenue de chaos. La glace fond, le volcan se réveille, puis la fonte continue. Même si l'action humaine sur le climat cessait demain, cette réaction pourrait se poursuivre, car il ne s'agit pas seulement de l'air, mais du feu caché sous la glace. Le plus inquiétant est que ce type de fonte pourrait provoquer une élévation du niveau Tartessos, une société mystérieuse et très avancée qui a autrefois prospéré, puis disparu soudainement sans crier gare. Mais avant leur disparition totale, ils ont accompli des rituels étranges, comme s'ils cherchaient à se protéger de quelque chose. Qu'a-t-il bien pu leur arriver ? Essayons de le découvrir ensemble. Nous nous rendons dans le sud-ouest de l'Espagne, il y a environ 2500 ans. Autrefois se trouvait ici une splendide cité, le centre de commerce de Tartessos. Imaginez un temple au cœur d'une ville désertée, un édifice monumental de 2 étages à couper le souffle. Une puissante odeur de viande grillée emplit l'air, et la fumée s'élève haut dans le ciel, embaumant tout le sanctuaire. Le soleil s'est déjà couché. Il est temps de se préparer pour le rituel. Nous pénétrons dans l'ancienne salle monumentale. À l'intérieur, des centaines de personnes se rassemblent autour d'une longue table en bois, ornée de poteries délicates et de bols faits de bronze. Ils boivent et festoient. Ces gens s'amusent bien plus que les animaux à l'extérieur du bâtiment qui sont en train d'être préparés pour le rituel. Chevaux, vaches, cochons, ânes et même des chiens. Tous ont été amenés ici pour apaiser les divinités. Et ce qui se passe après le rituel est encore plus incroyable. À la fin de la cérémonie, les gens saisissent des torches et incendient tout le bâtiment. Tout est réduit en cendres et en braises rougeoyantes. Et lorsque les dernières s'éteignent, on attrape des pelles et on commence à ensevelir l'endroit. Il leur faudra plusieurs jours pour enfouir l'ancien sanctuaire sous des tonnes de terre. Ils travaillent sans relâche. À certains endroits, l'épaisseur des couches de boue et d'argile atteindra plus de 4 mètres. Puis, ces gens, les derniers Tartésiens connus, quittent simplement l'endroit et disparaissent de notre monde, pour toujours. Mais que s'est-il passé ?
Pourquoi ont-ils fait tout cela? Commençons par le commencement. Tartessos a été mentionné pour la première fois dans des textes grecs et romains il y a plusieurs milliers d'années. Mais pendant longtemps, nous ne savions pas exactement de quoi il retournait. Toutes ces descriptions étaient aussi confuses que contradictoires. Certains archéologues pensaient que Tartessos était un port maritime. D'autres croyaient qu'il s'agissait d'une rivière ou d'un réservoir. Certains allaient même jusqu'à suggérer un lien avec la mythique Atlantide, une idée vite rejetée par la communauté scientifique, faute de preuves. Mais aujourd'hui, enfin, nous connaissons la vérité. Tartessos était une ancienne civilisation située sur la péninsule ibérique, l'une des régions les plus méridionales d'Europe. Elle a prospéré du 9e au 5e siècle avant Jésus-Christ, avant de disparaître soudainement, il y a environ 2500 ans. Cette civilisation était prospère. La région possédait d'importantes réserves de métaux, se favorisant une économie florissante. De l'argent, du cuivre, du plomb et d'autres ressources étaient extraits des montagnes locales de la Sierra Morena. Presque tous les habitants s'adonnaient au commerce, une activité répandue chez eux. N'est-il pas étrange qu'il reste si peu de traces de leur existence? Peu de monuments de leur culture ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. En tout, les scientifiques ont pu identifier environ 20 sites archéologiques liés à Tartessos à travers toute l'Espagne. 3 d'entre eux ont été mis au jour dans la vallée du Guadiana. Cancho Roano, Casas del Turuñuelo et La Mata. Commençons par le premier. Cancho Roano a été découvert en 1978. Cette trouvaille est l'une des pièces les plus significatives du puzzle tartessien. Il s'agit de l'une des structures les mieux conservées de cette civilisation. Non seulement les murs ont survécu jusqu'à nos jours, mais également l'autel, le fossé qui l'entourait et plusieurs artefacts, tels que des bijoux et des gobelets. C'était un bâtiment carré entouré d'un profond fossé rempli d'eau. Et pour être honnête, nous ne connaissons toujours pas sa fonction exacte. Nous supposons simplement qu'il pourrait s'agir d'un ancien temple. Certains rituels y étaient pratiqués, comme l'incendie du temple suivi de son ensevelissement sous d'épaisses couches de sable et d'argile. On y a même laissé quelques précieux artefacts, comme des outils et des bijoux en or. Passons à la découverte suivante. Casa del Turuñuelo est également l'un des complexes de cette époque les mieux préservés de tout le bassin méditerranéen occidental. Découvert il y a seulement quelques années, en 2015, il n'a pas encore été entièrement étudié. Mais nous savons déjà que cet endroit était plutôt étrange. Casas del Turuñuelo était un bâtiment somptueux et non un simple campement. On parle d'un lieu à l'architecture monumentale et impressionnante, avec de vastes escaliers, des voûtes au plafond, des matériaux raffinés venus de tout le pourtour méditerranéen, et les toutes dernières technologies de construction. C'était censé être un lieu de pouvoir, peut-être même un palais. Et oui, cet endroit est également devenu le décor de terribles rituels. On ne sait pas vraiment si les Tartessiens avaient dans l'intention de détruire ce lieu magnifique dès le début, mais c'est ici qu'ils ont réalisé le plus grand rituel de la région, impliquant plus de 50 animaux, y compris les plus précieux, les chevaux, qui étaient leur seul moyen de transport. Le fait qu'ils aient de sacrifier leurs chevaux peut indiquer qu'ils prévoyaient de rester ici pendant un certain temps. Peut-être espéraient-ils apaiser les dieux et s'établir sur ces terres. Le rituel a été réalisé exactement tel qu'ils le souhaitaient. Et, tout comme Cancho Roano, l'endroit a également été incendié. Une fois le rituel achevé, les habitants ont enseveli le site et sont repartis, disséminés à travers la péninsule ibérique. Aujourd'hui, c'est un lieu tranquille et déserté. Tout comme Cancho Roano, il se dresse ici intact depuis plus de 2000 ans. Notre dernière découverte est celle de la Mata, mise au jour bien plus tôt que les deux autres, en 1930. La ressemblance entre elles est frappante, car la Mata a connu le même sort. Elle a été incendiée et oubliée pendant des siècles. Tout cela reste très étrange. Il semble que les Tartessiens fuyaient quelque chose. Peut-être que des événements les ont poussés à construire ces salles de banquet et à organiser des rituels à grande échelle. Ils ont pu croire que les dieux s'étaient détournés d'eux et auront tenté de les apaiser. Mais hélas, cela n'a pas fonctionné.
En conséquence de quoi ils ont été contraints de quitter leur temple et ont vite disparu à jamais. Et d'ailleurs, pourquoi ont-ils disparu après tout? Eh bien, c'est un autre mystère de cette civilisation. Une des questions les plus importantes est, savaient-ils qu'ils allaient disparaître ou cela a-t-il été inattendu? Ont-ils essuyé une catastrophe soudaine à laquelle ils tentèrent d'échapper? Ou était-ce autre chose? Les scientifiques ont plusieurs théories à ce sujet. La première théorie avance que plusieurs grands tremblements de terre et tsunamis consécutifs auraient pu se produire dans la région. Ces catastrophes naturelles auraient détruit ces peuplements et fortement démoralisé les survivants. Peut-être cherchait-il à échapper à cela. Une autre théorie évoque certains problèmes d'ordre commercial. Étant riches en minerais et dépendant de leur économie, tout problème à ce niveau aurait pu entraîner de graves difficultés. S'ils avaient connu une crise minière, alors les relations entre différentes nations auraient pu se détériorer considérablement, rendant la situation très difficile. La vérité se trouve probablement quelque part entre ces théories. La plus récente suggère qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, un tsunami de grande ampleur aurait frappé le port de Tartessos, endommageant gravement l'économie et détériorant les relations de Tartessos avec ses voisins. Quoi qu'il en soit, tout cela relève de la spéculation. Ce site est une véritable mine d'or pour les archéologues. Il renferme une quantité immense d'informations et de secrets qui attendent encore d'être dévoilés. Les Tartésiens n'avaient aucune idée qu'en enterrant leurs artefacts, ils offraient un cadeau inestimable aux futurs chercheurs. Et tandis que les scientifiques poursuivent leurs recherches, nous pouvons d'ores et déjà admirer les découvertes faites jusqu'à présent. Les amateurs d'histoire peuvent admirer des outils tartésiens, des figurines de chevaux et des pièces en ivoire décorées au musée archéologique de Badajoz. Espérons que dans le futur, les archéologues en apprendront davantage sur cette civilisation et que nous découvrirons enfin ce qui leur est arrivé. En 1985, le biologiste chilien Daniel Torres effectuait un recensement des mammifères et recueillait des déchets marins au cap Shiref, en Antarctique. Il s'apprêtait à ramasser un grand conteneur en plastique lorsqu'il remarqua, parmi les pierres volcaniques sombres, une roche d'un blanc éclatant. Ce qu'il prit d'abord pour un simple caillou s'avéra être un crâne humain. Après examen, le docteur Torres découvrit qu'il appartenait à une jeune femme originaire du sud du Chili, probablement âgée d'une vingtaine d'années, et morte de faim entre 1819 et 1895. Plusieurs années plus tard, des chercheurs mirent au jour des fragments de fémur et confirmèrent, grâce à l'analyse ADN, qu'ils provenaient de la même personne. Cette trouvaille pourrait bien bouleverser notre compréhension de l'histoire. Comment un crâne féminin a-t-il pu se retrouver en Antarctique, sur un ancien campement de chasseurs de phoques, alors que les femmes n'accompagnaient pas ces expéditions au début du XIXe siècle? Pour épaissir encore ce mystère, aucune trace d'outils, de documents ou d'objets personnels n'a été retrouvée sur le site. Cela suggère peut-être que des habitants du Chili auraient établi un campement ici, bien avant que d'autres ne posent le pied sur le continent. Des chercheurs ont également mis au jour en Antarctique un fragment de météorite d'une importance exceptionnelle, susceptible de prouver l'existence de la vie sur d'autres planètes. Selon eux, cette roche vieille de plus de 4 milliards d'années proviendrait directement de Mars. En 1996, des scientifiques de la NASA annoncèrent avoir identifié à sa surface des marques chimiques singulières, peut-être laissées par d'anciens organismes martiens. Cependant, cette hypothèse fut rapidement contestée. Des analyses ultérieures montrèrent que les composés riches en carbone qu'elle contenait n'étaient sans doute pas d'origine biologique. Jadis, alors que Mars était une planète bien plus humide, d'énormes roches spatiales y provoquèrent de violentes collisions, générant une chaleur extrême et remodelant son relief. La météorite antarctique aurait survécu à 2 de ces impacts avant qu'un troisième ne la propulse dans l'espace. Alors qu'elle se trouvait encore sur Mars, de l'eau s'infiltrait à travers de fines fissures de sa surface, laissant derrière elle de curieuses bulles de carbone que les scientifiques prirent d'abord pour les vestiges d'une vie ancienne. Les chercheurs récupèrent davantage de roches venues de l'espace en Antarctique que partout ailleurs sur la planète, mais on ne s'attend guère à y croiser une pyramide, n'est-ce pas? À vrai dire, cet objet n'en est pas une. Il s'agit simplement d'une montagne dont la forme évoque une pyramide. Vous pouvez d'ailleurs la localiser aisément sur Google Maps, dans la région des monts Ellsworth, la plus haute chaîne de montagnes du continent,
qui s'étire sur près de 400 km. Les explorateurs de l'expédition antarctique britannique, menée entre 1911 et 1913, furent les premiers à remarquer cette montagne au profil singulier et la baptisèrent la pyramide. Au cours des 100 dernières années, beaucoup se sont demandé s'il pouvait réellement exister une pyramide en Antarctique et, le cas échéant, qui aurait pu l'ériger. Mais les scientifiques ont dissipé cet espoir glacial en expliquant qu'il n'y avait là rien d'extraordinaire. Il est tout à fait naturel qu'un pic rocheux émerge de la couche de glace. Ce relief et son voisin ne doivent leur forme pyramidale qu'à un simple hasard géologique. Des chercheurs de l'Université du Colorado ont par ailleurs découvert, près du parc national de Yellowstone, un outil de chasse vieux de 10 000 ans. Enfoui dans la glace, il a refait surface à mesure que les températures se réchauffaient. Les scientifiques ont gardé cette trouvaille secrète pendant une année entière, souhaitant publier leurs conclusions dans une revue spécialisée, avant que des archéologues amateurs ne viennent perturber le site. Cette sagaie, longue d'environ 1 mètre, a été façonnée dans du bois de bouleau et porte encore des marques attestant qu'elle appartenait à un chasseur préhistorique. À l'époque, elle était munie d'une pointe acérée à une extrémité, tandis que l'autre présentait une légère cavité, destinée à s'emboîter sur le crochet d'un outil particulier, l'atlatl. Cet instrument permettait aux chasseurs de propulser la sagaie bien plus vite et plus loin qu'à la seule force du bras, une véritable prouesse technique pour l'époque. Les chercheurs affirment qu'à mesure que la glace continue de fondre, ils découvrent encore d'anciens outils, des végétaux, et même des restes d'animaux en Alaska, au Canada et en Europe. Ils prévoient de se rendre au Parc national des glaciers, dans le Montana, afin de collaborer avec les tribus amérindiennes pour retrouver et préserver d'autres vestiges que la glace aurait pu conserver pendant des millénaires. Les paléontologues ont mis au jour en Antarctique une découverte stupéfiante. Les restes d'une créature rappelant étrangement le légendaire monstre du Loch Ness. L'animal en question était un plésiosaure, un reptile marin ayant vécu à l'époque des dinosaures. Cette imposante créature possédait 4 nageoires, un cou démesurément long et atteignait environ 11 mètres de la tête à la queue, soit la taille d'un grand poteau téléphonique. Ce spécimen, appartenant au groupe des Elasmosauridés, s'avéra être le plus grand jamais identifié par les chercheurs. Sa masse, estimée à 15 tonnes, équivalait à celle de 2 éléphants modernes. Les premiers fossiles furent découverts en 1989 sur l'île Seymour. Mais l'extraction complète du squelette s'avéra d'une complexité extrême. La roche était si dure et l'animal si massif qu'il fallut 3 nouvelles expéditions, en 2005, 2012 et 2017, pour en venir à bout. Au total, les chercheurs rapportèrent près de 800 kg d'os fossilisés au laboratoire. L'examen des vertèbres révéla qu'elles étaient soudées entre elles, signe que le plésiosaure était un adulte pleinement formé. Selon leurs analyses, il aurait vécu environ 30 000 ans avant l'extinction massive, qui mit fin au règne des dinosaures, survenu il y a 66 millions d'années. En mai 1845, le capitaine John Franklin quitta l'Angleterre à la tête de 133 hommes et de 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror. Leur mission consistait à trouver le passage du Nord-Ouest, une route maritime destinée à relier plus rapidement l'Europe à l'Asie. Les derniers témoins de l'expédition furent les marins à bord de 2 baleiniers croisés en août de la même année. Ensuite, plus personne n'entendit jamais parler d'eux, et leur disparition demeura une énigme pendant près de 170 ans. De nombreuses missions de recherche furent expédiées dans les zones glacées du Nord canadien, y découvrant divers objets abandonnés par l'équipage, ainsi que des récits poignants rapportés par les Inuits locaux. En 1847, une note retrouvée sur l'île du Roi Guillaume, rédigée par un membre de l'expédition, indiquait que les 2 navires étaient prisonniers de la glace. Ce n'est qu'en 2014 que des scientifiques canadiens annoncèrent la découverte de l'épave de l'Erebus au fond de la baie Wilmot and Crampton. 2 ans plus tard, le Terror fut localisé à environ 72 km de là. Malgré le temps écoulé, les 2 bâtiments étaient remarquablement bien conservés. Les archéologues sous-marins examinèrent les cabines et rapportèrent des centaines d'artefacts, permettant enfin de reconstituer avec précision les derniers instants de la tragique expédition Franklin. Un randonneur en montagne fit une découverte singulière en Norvège, dans une zone surnommée
Horse Ice Patch, lors de l'été 2019. Intrigué, il transmit aussitôt les coordonnées GPS et les photographies de l'objet à des chercheurs spécialisés dans l'étude de vestiges archéologiques préservés par la glace. Après avoir consulté les prévisions météorologiques, les archéologues comprirent qu'ils ne disposaient que d'une seule journée avant que la neige ne le recouvre définitivement. Ils se hâtèrent donc de récupérer cette sandale avant qu'elle ne disparaisse sous une nouvelle couche de glace, peut-être pour plusieurs années. La datation au radiocarbone révéla que cette chaussure remontait à environ 1700 ans. Outre cette sandale de l'âge du fer, les chercheurs mirent au jour d'autres artefacts, notamment du crottin de cheval figé datant de l'ère viking ainsi que des textiles. L'ensemble de ces trouvailles suggère qu'il existait jadis un ancien itinéraire à travers les montagnes, reliant l'intérieur des terres norvégiennes aux régions côtières. Imaginez-vous en train de traverser un désert à pied. Il fait chaud, vous avez terriblement soif et pour couronner le tout, il vous faut contourner ce mur. Un mur au milieu d'un désert aride et sans vie. Exactement, un mur dans le nord du désert saoudien. Les archéologues viennent de faire une découverte extraordinaire, et il ne s'agit pas d'un simple mur. Non, il s'agit de toute une ville antique fortifiée qui pourrait dater de l'an 2400 avant notre ère. Ils pensent que cet endroit abritait environ 500 personnes, et qu'il a pu être habité pendant un millénaire. C'est une découverte capitale, car cela signifie que cette région était peut-être beaucoup plus avancée que l'on ne le pensait. La ville était bien organisée, avec différentes zones d'habitation, des tours et des murs solides pour la protection des habitants, ainsi que différentes sections pour toutes sortes d'activités quotidiennes. Cette ville antique, que l'on appelle aujourd'hui Al-Nata, était une ville oasis, et grâce à elle, nous avons un aperçu de ce qu'était la vie dans ce désert il y a des milliers d'années. Apparemment, les différentes zones étaient bien séparées. Il y avait des quartiers résidentiels, un cimetière, des terres agricoles et même un centre-ville. Cette ville oasis, située dans la région de Khaybar, constitue la première grande colonie organisée du 2e ou 3e millénaire avant notre ère découverte par les chercheurs dans le nord-ouest de l'Arabie. Les premières études nous montrent que cette ville, qui s'étendait sur environ 2400 mètres carrés, comprenait plusieurs quartiers, dont un quartier résidentiel, un cimetière et un quartier judiciaire avec des tribunaux. Les maisons étaient disposées en rangées bien ordonnées, toutes reliées par de petites routes. Ces rues séparaient le quartier résidentiel du reste de la ville. À l'époque, la plupart des habitants de cette région étaient des éleveurs nomades, en perpétuel mouvement. Cependant, les archéologues sont convaincus que pendant l'âge du bronze, le nord-ouest de l'Arabie était parsemé de petites villes fortifiées et d'oasis. Ces villes et oasis reliées entre elles étaient uniques. Elles offraient aux populations la sécurité nécessaire pour vivre, stocker des marchandises et faire du commerce. Elles témoignent des débuts de l'urbanisme et nous suggèrent que c'est à cette époque que les gens ont commencé à s'installer et à organiser leur communauté de manière plus structurée. L'équipe de recherche estime qu'il y avait environ 50 maisons à Al-Nata. Cependant, ce nombre pourrait atteindre 70 à mesure que les fouilles avancent. On pense que quelques centaines de personnes vivaient là. L'un des aspects les plus remarquables est sans doute que certaines maisons comptaient jusqu'à 3 étages. Construite sur une pente près de 2 routes commerciales importantes, cette ville bénéficiait d'un emplacement privilégié. L'un des aspects les plus impressionnants de cet endroit est son approvisionnement en eau. L'oasis disposait de sources et d'aquifères, des sources d'eau souterraines, ce qui en faisait un endroit idéal pour l'agriculture. Grâce à ces réserves d'eau, les habitants pouvaient cultiver leur propre nourriture et être relativement autonomes. Les murs d'enceinte servirent probablement à contrôler l'accès à la ville et à ses ressources. Ce mode de vie sédentaire constituait un changement impressionnant par rapport à l'existence nomade des populations précédentes. Ce fut le début d'un mode de vie dit agro-pastoral, soit un mélange d'agriculture et d'élevage. Cette théorie est corroborée par la découverte, à l'intérieur de la ville, de tout un ensemble d'outils, des meules, des mortiers et des pilons. Les habitants moulaient leurs céréales afin de préparer leurs repas. Ils se nourrissaient de grains, de viande et de lait provenant de leurs propres élevages. Ces découvertes fascinantes nous montrent que les gens pouvaient subvenir à leurs besoins et qu'ils étaient étonnamment avancés pour l'époque. Grâce à un meilleur accès à l'Arabie saoudite au cours des 2 dernières décennies, les archéologues ont désormais une image beaucoup plus précise de la vie qu'on y menait il y a des milliers d'années. Al-Nata faisait peut-être même partie d'un réseau de villes oasis fortifiées similaires réparties dans toute la région. Grâce à ces sites, nous pouvons à présent savoir comment fonctionnaient les routes commerciales et comment s'organisaient les petites colonies à cette époque dans cette région aride.
Cette récente découverte n'est toutefois pas la seule à susciter l'enthousiasme du monde scientifique. Et si nous allions visiter l'Égypte? Des archéologues viennent d'y découvrir un trésor antique gréco-égyptien sous les eaux. Ils explorèrent la cité perdue de Tonis Héracléon. Au large des côtes égyptiennes, elle aurait coulé il y a plus de 1000 ans. Cette ville était légendaire. Personne ne savait où elle se trouvait exactement jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Aujourd'hui, les fouilles avancent et au cours d'une exploration récente, les archéologues ont découvert un trésor composé de nombreux objets en or et en argent. On pense qu'on les utilisait lors du couronnement des nouveaux pharaons. Les chercheurs ont même découvert un ancien temple grec dédié à Aphrodite, ainsi que des armes grecques très anciennes. Franck Gaudio, l'archéologue en chef, a déclaré qu'il était étonnant que ces objets si fragiles aient survécu à la catastrophe qui a détruit l'ancienne ville. À son apogée, Tonis Héracléon était l'une des plus grandes cités portuaires de la Méditerranée. C'était un immense centre culturel et le principal point d'entrée en Égypte pour les navires en provenance de Grèce. Malheureusement, en raison de la montée des eaux, de tremblements de terre et d'un raz-de-marée catastrophique, le sol sous la ville s'est un jour littéralement transformé en boue. La ville entière a alors sombré dans la Méditerranée. Et on l'a oublié jusqu'à ce que l'équipe de Gaudio la redécouvre en l'an 2000. Depuis, plusieurs de ces sites ont été mis au jour et les chercheurs ont pu peu à peu reconstituer son histoire. Si cette cité engloutie ne vous impressionne pas, nous vous emmenons à présent en Amazonie, où une découverte vraiment stupéfiante a été faite. Depuis des siècles, on parle de cités perdues au cœur de la jungle amazonienne, comme Eldorado, qui a attiré tant d'explorateurs espagnols à la grande époque des découvertes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Dans les années 1900, un explorateur britannique nommé Percy Fawcett est parti à la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Et lui aussi a disparu. Aujourd'hui, des scientifiques ont trouvé la preuve que ces cités perdues de l'Amazonie ont bel et bien existé. Une équipe de chercheurs a utilisé une technologie appelée LIDAR, qui permet de voir à travers l'épaisse jungle depuis le ciel en projetant des faisceaux lumineux vers le sol. Ils ont survolé la jungle bolivienne à bord d'un hélicoptère à environ 200 mètres d'altitude et ont cartographié ces anciennes cités. Ils ont découvert les ruines d'une immense agglomération construite par le peuple Khazarab, qui y a vécu de 500 à 1400 après JC. Il ne s'agissait pas juste de quelques bâtiments éparpillés ici et là. Les cartes LIDAR ont révélé d'immenses centres urbains, des pyramides, des plateformes, des routes, des canaux et des chaussées, le tout soigneusement aménagé. Il s'avère que l'Amazonie n'était pas une jungle vierge, mais qu'elle abritait autrefois de grandes villes très complexes. Un scientifique de l'Institut archéologique allemand a expliqué que les Européens avaient longtemps ignoré la possibilité de l'existence d'anciennes villes amazoniennes, mais que les cartes LIDAR venaient aujourd'hui leur donner tort. Ces nouvelles cartes ont révélé 26 sites, dont 11 totalement inconnus jusqu'à présent. Les chercheurs ont découvert 2 sites urbains principaux, Landivar et Kotoka, qui comportaient d'énormes douves, de grands bâtiments sur plateforme et de hautes pyramides. Les différentes colonies, petites et grandes, étaient reliées par des chaussées s'étendant comme les rayons d'une roue. Certains canaux reliaient même les villes à des rivières et à un grand lac, ce qui permettait à l'eau de circuler dans la région. Au fil des ans, les scientifiques ont trouvé des ruines éparpillées dans toute la zone, mais à cause de l'épaisseur de la jungle, il était presque impossible de relier les points entre eux et de comprendre de quelle façon communiquaient tous ces vestiges. Grâce au LIDAR, l'ensemble du site a pu prendre vie, révélant un système urbain organisé extrêmement vaste. Il est désormais évident que ces sites avaient également une signification spirituelle, car tout y est disposé de manière à évoquer une structure symbolique profonde. La civilisation khazarabe n'est pas aussi célèbre que celle des Mayas, mais elle a connu une société florissante dans une région confrontée à d'énormes défis tels que des inondations annuelles. Et bien que les Andes voisines possèdent leurs propres sites monumentaux, les Khazarabes ont réalisé quelque chose d'absolument unique. Ils disposaient même de réservoirs pour stocker l'eau, ce qui suggère qu'ils devaient faire face à des sécheresses occasionnelles, ce qui est assez inhabituel en Amazonie. En réalité, ces terribles sécheresses pourraient nous expliquer pourquoi les Khazarabes ont finalement quitté leur ville vers l'an 1400 de notre ère. Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la planète. Bien, qu'a-t-il donc de si spécial? Il n'y a là que quelques pics glacés et l'immense étendue neigeuse de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un mystère à l'ampleur planétaire. Vous pouvez essayer tant que vous voudrez, vous ne découvrirez pas cette chaîne de montagnes inconnues, un territoire gigantesque et inexploré où aucun humain n'a jamais mis les pieds.
Elle se cache en vérité sous une autre couche de montagnes. Un peu comme une poupée russe, mais à l'échelle d'un continent. Ces montagnes conservent les secrets de l'Antarctique. Et ils peuvent nous révéler des choses époustouflantes sur l'histoire de notre planète. Cet immense territoire porte le nom de chaîne Gamburtsev. La couche de glace qui se trouve au-dessus la préserve des phénomènes naturels et de l'action humaine. C'est comme une terre à l'intérieur d'une autre terre. Et elle cache bien plus que des montagnes. On y trouve des vallées, des collines et des plaines. Cette région est similaire aux Alpes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de sa vue. Ces montagnes furent découvertes pour la première fois en 1958 à l'aide d'instruments sismologiques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Pourtant, elles restent l'un des objets tectoniques les moins étudiés sur Terre. Pourquoi? À cause de la glace. Il y a énormément de glace. Qui sait, peut-être d'ancestraux artefacts inconnus, y sont-ils enfouis? Et pourquoi pas une ville secrète ou des vaisseaux spatiaux? C'est peu probable, bien sûr. Mais ce serait tout de même intéressant d'aller y jeter un œil. Imaginez des centaines ou même des milliers de kilomètres de terre restés inchangés pendant des centaines de millions d'années. Même si on n'y trouve pas de nouvelles espèces d'animaux ou les vestiges d'une ancienne civilisation, cet endroit a tout de même forcément une histoire. L'histoire de la formation des continents de notre planète. Et les scientifiques ont déjà compris une partie de cette histoire. Ces montagnes enfouies d'Antarctique étaient à l'origine des montagnes ordinaires, mais à la suite d'un événement d'une ampleur inédite, elles se sont simplement... Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chaînes de montagnes se forment? Nous les voyons dans la vie réelle, dans les films, sur Internet, nous les escaladons. Mais comment ont-elles vu le jour? Les montagnes n'ont pourtant pas toujours existé sous cette forme. Elles sont apparues à la suite d'une collision à grande échelle de plaques tectoniques. Deux énormes blocs super solides se déplacent l'un vers l'autre, puis s'écrasent, et boum! Des milliards de tonnes de croûte terrestre commencent à l'élever, à se mélanger et à former des reliefs et des gorges. Et le processus peut durer des millions d'années. Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe extrêmement lente. Certaines plaques tectoniques sont à ce jour encore prises dans ce processus. Par exemple, l'Himalaya continue de croître, car les plaques indiennes et eurasiennes continuent de s'emboutir. Et ça a commencé il y a environ 50 millions d'années. La chaîne Gamburtsev sous la glace a vécu un événement similaire, seulement ça date d'il y a plus longtemps. Un article du journal Earth and Planetary Science Letters indique qu'elle est apparue lors de la formation du supercontinent Gondwana. Deux immenses morceaux de terre étaient séparés par un océan sans limite. Mais un jour, il y a environ 700 millions d'années, ils sont entrés en collision et ont formé le Gondwana. Ce supercontinent comprenait les territoires de l'Afrique moderne, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. Ces gigantesques morceaux se sont emboutis et ont libéré tout un flot de roches chaudes, partiellement en fusion. Et tout cela a grandi et grandi, formant des montagnes. La température de ces montagnes a augmenté, leur masse s'est accrue, et à un certain moment, le Gondwana est devenu instable. Le supercontinent a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les roches brûlantes sous la surface ont commencé à s'écouler latéralement à la suite d'un processus qui porte le nom d'étalement gravitationnel. Ce fut comme quand vous pressez un tube de dentifrice. Sauf que là, il s'agissait de milliards de tonnes de roches ardentes. Ces antiques montagnes d'Antarctique sont apparues précisément au cours de cet événement catastrophique. Vous venez de visionner la simulation d'événements planétaires qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années. C'est bien sûr très intéressant, mais comment les scientifiques ont-ils pu tout reconstituer? Comment ont-ils pu savoir qu'une telle chose avait eu lieu? Si la chaîne Gamburtsev enfouie sous la glace est l'un des lieux les plus inexplorés au monde, comment les chercheurs ont-ils pu découvrir son origine? La réponse est simple. De minuscules particules de roche nous ont renseigné sur l'évolution du paysage de la planète. Il s'agit des zircons, et les scientifiques les qualifient de véritables capsules temporelles. Ce minéral est très résistant face aux influences mécaniques et chimiques. Il est difficile à écraser. Il n'est pas affecté par l'érosion, et il ne se dissout pas dans l'eau. Et il contient de l'uranium. Cet élément chimique indique l'âge de la roche aux scientifiques. En effet, l'uranium se décompose toujours en plomb à un taux constant.
Les chercheurs peuvent donc examiner les quantités d'uranium et de plomb et déterminer l'âge des minéraux avec une grande précision. Si cela vous semble un peu compliqué, voici un exemple simple. Imaginez que chaque chaîne de montagne soit une horloge qui se met à compter le temps à partir du moment de sa formation, c'est-à-dire après la collision des plaques tectoniques. Après la formation de la roche, l'uranium commence sa lente désintégration. Plus le temps passe, plus l'uranium se transforme en plomb. Le taux de cette désintégration est toujours le même. Cette désintégration peut durer des milliards d'années. Moins il y a d'uranium dans les zircons, et plus il y a de plomb, plus la roche est ancienne. Voilà comment ça se passe en pratique. Les géologues prélèvent plusieurs échantillons de roches. Dans un laboratoire, ils les broient pour extraire des zircons cristallins. Les géologues dissolvent ensuite les particules dans de l'acide pour séparer l'uranium du plomb. Puis, ils utilisent un appareil spécial, un spectromètre de masse qui accélère les atomes et les trie. C'est un processus assez compliqué, mais en fin de compte, cet appareil renseigne les scientifiques sur la quantité d'uranium et de plomb. Ils examinent leurs quantités respectives et déterminent l'âge de la roche. Les géologues ont prélevé des zircons dans du grès près de la chaîne Gamburtsev, ont étudié leurs particules, ont observé leur niveau d'uranium et ont calculé la chronologie de la formation des montagnes. Ensuite, ils ont comparé ces données avec l'histoire de notre planète et ont pu savoir que les montagnes enfouies d'Antarctique sont apparues pendant la formation du supercontinent Gondwana. Mais comment ont-ils découvert que ce supercontinent incluait l'Australie, l'Inde et l'Afrique? Le zirconium provenant de ces roches antarctiques s'est avéré très similaire au zirconium de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces trois continents étaient réunis. Ainsi, la chaîne Gamburtsev a commencé à se former il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 580 millions d'années, elle a atteint la hauteur de l'Himalaya, et 80 millions d'années plus tard, la croûte terrestre est entrée en fusion. Et tandis que la plupart des chaînes de montagnes sur la planète changeaient et s'effondraient, la chaîne Gamburtsev est restée intacte sous la glace. L'eau, le sol, le vent, les tremblements de terre, la gravité et d'autres forces naturelles détruisent les chaînes de montagnes. Ce processus est appelé érosion, mais les montagnes ensevelies en Antarctique n'ont rien connu de tel. Les basses températures et la calotte glaciaire qui les entoure les ont préservées. C'est l'une des chaînes de montagnes anciennes les mieux conservées de la planète. Très bien, mais pourquoi explorer ces montagnes? Quelle différence cela nous fait-il que le supercontinent Gondwana se soit un jour effondré? Il est possible que des plantes, des corps gelés d'insectes ou des bactéries anciennes aient été préservés sous d'épaisses couches de glace. Et pourquoi pas des animaux anciens? De nombreuses espèces pourraient avoir vécu sur le Gondwana. Étudier ces anciennes montagnes antarctiques peut nous montrer à quoi ressemblait notre planète il y a environ un demi-milliard d'années. Quand l'Antarctique était un continent vert, quelles créatures y vivaient? Qu'est-il arrivé à ces formes de vie? Est-il possible de ressusciter ces animaux anciens après tant d'années? Si les scientifiques ont réussi à calculer la date de l'apparition du supercontinent en utilisant de minuscules particules, alors imaginez ce qu'ils pourraient découvrir en examinant cette chaîne de montagnes cachée. Tout cela semble très intéressant, mais il y a un problème. Pour extraire un petit morceau de ce monde inconnu, il vous faudrait percer au travers d'immenses couches de glace. Il vous faudrait acheminer des équipements extrêmement lourds vers l'un des continents les plus inaccessibles au monde, construire des stations, obtenir une source d'énergie et mener des recherches à grande échelle. Et cela serait incroyablement coûteux. Par conséquent, ce territoire caché restera probablement un mystère pendant encore longtemps. Espérons juste qu'un milliardaire voudra un jour découvrir les secrets de l'Antarctique et y organiser une expédition de grande envergure. Oh, de mystérieuses chaînes montagneuses cachées sous d'immenses masses de glace, d'étranges créatures translucides à la peau diaphane, des plaines enneigées qui semblent chanter. L'Antarctique recèle ses propres secrets terrifiants. Et désormais, un trou de glace colossal, grand comme la Suisse, ne cesse de s'ouvrir. Les scientifiques viennent enfin d'en percer la cause. Ce trou, nommé Polynie de Maud Rise, fut observé pour la première fois en 1974 puis en 1976 dans la mer de Weddell. Depuis, il joue à se dérober, apparaissant, disparaissant, puis réapparaissant des années plus tard. Et chaque fois, il change mystérieusement de taille. Pendant des décennies, les chercheurs ont tenté de comprendre son origine. Puis, en 2016 et 2017,
la Polynie a atteint une ampleur exceptionnelle, plus de 30 000 km². Elle est restée ouverte plusieurs semaines durant l'hiver, marquant la première apparition d'une Polynie aussi vaste et durable dans la mer de Weddell depuis les années 1970. Voici ce qu'il faut savoir sur la glace de mer Antarctique. En été, elle atteint son minimum, environ 2590 000 km², ce qui, oui, est considéré comme peu. En hiver, elle s'étend jusqu'à 10 130 000 km², couvrant près de 4% de la surface terrestre d'étranges plaques blanches. La majorité se forme pendant la longue nuit polaire sur les plateformes de glace flottantes entourant le continent. Ces ouvertures dans la glace, appelées polynies, se créent généralement quand de puissants vents venus de l'intérieur repoussent les plaques gelées. Ce même vent glacial fige davantage d'eau de mer à l'intérieur, ajoutant encore à l'épaisseur de la banquise. Mais la Polynie de Maud Rise se situe loin des côtes, là où ces vents ne peuvent agir. En plein océan, de pareils trous sont rares. Ajoutez à cela la réduction générale de la glace dans l'océan austral. De quoi dérouter les chercheurs. Quelles conditions précises engendrent ce vaste et persistant trou de glace? Pour résoudre l'énigme, ils ont analysé une montagne de données. Satellites, capteurs dérivants, et même les relevés d'animaux marins équipés de balises. Ils disposaient aussi d'années d'observation antérieures. Et leur découverte fut étonnante. En 2016 et 2017, le courant circulaire de la mer de Weddell, appelé Gyre de Weddell, était plus fort qu'à l'accoutumée. Cette énergie accrue permit à une eau plus salée et plus chaude des profondeurs de remonter vers la surface. La Polynie de Maud Rise se trouve au-dessus d'une montagne sous-marine du même nom. Durant les années où elle s'est largement ouverte, le renforcement du courant a concentré le sel autour de ce sommet englouti. En surface, les rafales ont balayé la glace, créant un mouvement en spirale qui a littéralement aspiré vers le haut cette eau plus salée. Ce surplus de sel a abaissé le point de congélation, permettant à la Polynie de se former et de se maintenir. Ces ouvertures jouent un rôle crucial pour la planète. L'eau dense et salée qu'elles produisent peut parcourir d'immenses distances, se propageant à travers les océans et influençant les climats du globe. Mais ces vastes entailles glacées ne sont pas les seuls phénomènes étranges et fascinants de l'Antarctique. Et que dire des lacs souterrains, ou plus spécifiquement des lacs subglaciaires? En effet, il existe des lacs entiers, dissimulés sous plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace. Les scientifiques les ont repérés pour la première fois en 1970 grâce au radar, et ils estiment aujourd'hui qu'il en existe près de 400 dans les zones étudiées, sous environ 3000 mètres de glace. Ceux-ci seraient apparus après la séparation de l'Antarctique d'avec le Gondwana, l'ancien supercontinent. Fait surprenant, leur eau ne gèle pas, car la pression exercée par la glace au-dessus est trop forte. Simple question de physique. Le plus vaste, le lac Vostok, découvert dans les années 1990, repose à un peu plus de 3 km sous la glace. Les chercheurs y ont foré pour prélever de l'eau, mesurée à environ 3,33 degrés Celsius, bien que ce lac soit resté emprisonné depuis plus de 28 millions d'années. On compte aussi le lac Williams où une découverte étonnante a été faite en 2014. Une colonie entière de micro-organismes y prospère, à près de 1600 mètres sous la glace. Ces créatures n'ont jamais connu ni lumière ni air libre. Elles tirent donc leur énergie du méthane et de l'ammonium pour subsister. Un autre prodige, visible celui-là, se trouve dans la vallée sèche de McMurdo, une cascade digne d'un film d'horreur. De l'eau d'un rouge écarlate, semblable à du sang jaillissant d'une plaie dans la glace, s'écoule sur 5 étages, depuis le glacier Taylor jusqu'au lac Bonnet. Une vision troublante, bien qu'elle ait, en réalité, une explication scientifique. L'eau qui alimente les Blood Falls provenait autrefois d'un lac salé aujourd'hui, isolé de toute interaction avec l'atmosphère, les glaciers s'étant formés par-dessus. Enfermée à plus de 400 mètres sous terre, cette eau est devenue extrêmement concentrée en sel, 3 fois plus que celle de la mer, ce qui l'empêche de geler. Elle est également riche en fer et ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'échappe lentement à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air libre, le fer s'oxyde. Autrement dit, il rouille.
donnant à l'eau cette teinte rouge sombre si troublante. Avec des paysages si inquiétants, l'Antarctique évoque un désert de glace. Des températures polaires, des précipitations quasi inexistantes et des vents capables de vous renverser. C'est d'ailleurs là qu'a été relevée la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre, 89,2 degrés Celsius. Pourtant, malgré ces conditions extrêmes, le continent abrite une faune aussi étrange que fascinante. Longtemps, les scientifiques ont cru que rien ne pouvait subsister sous une telle épaisseur de glace. Ils se trompaient lourdement. Une étonnante diversité d'êtres vivants s'y est adaptée. Des micro-organismes minuscules, des crustacés, d'immenses calmars, et même des araignées dont les pattes pourraient couvrir une assiette entière. D'énormes vers aux soies dorées et brillantes, pourvus de redoutables mâchoires dentées, rôdent également dans les profondeurs glacées. Et puis, il y a le poisson des glaces, un être entièrement translucide, aux grands yeux, dont les organes sont visibles à travers la peau. Ces poissons disposent de protéines antigel naturelles leur permettant de survivre dans les eaux les plus froides, mais ils périraient dans des eaux plus tempérées. Encore plus singulier, ils n'ont pas d'hémoglobine, cette protéine qui rend le sang rouge et transporte l'oxygène. Autrement dit, ils vivent sans la substance même qui permet à la plupart des créatures de survivre. Mais l'Antarctique n'a pas toujours été ce désert gelé que nous connaissons. Il y a des millions d'années, bien avant l'ère glaciaire, il était chaud, luxuriant et peuplé d'une vie abondante. Peut-être même de civilisations disparues. Difficile à concevoir, n'est-ce pas? Les scientifiques l'ont compris en découvrant du bois fossilisé, des restes d'arbres tropicaux et des empreintes de feuilles, signes indéniables d'anciennes forêts pluviales. Ils ont également exhumé des fossiles d'animaux marins, d'oiseaux et de dinosaures datant du Crétacé. Même les plus petites formes de vie ont laissé leurs traces, des ailes de coléoptères fossilisées, vieilles de 14 à 20 millions d'années, des fossiles unicellulaires et, plus stupéfiants, des cellules spermatiques vieilles de 50 millions d'années conservées sur l'enveloppe d'un ver disparu. Ainsi, il ne vous étonnera sans doute pas d'apprendre qu'au-dessous des épaisses calottes glaciaires de l'Antarctique se dissimule un gigantesque relief montagneux. La chaîne Gamburtseff s'étend sur près de 1200 km et atteint environ 3000 mètres de haut, soit près du tiers de la hauteur de l'Everest. Et pourtant, cet ensemble monumental repose sous une épaisseur de glace variant entre 2000 et 4000 mètres. Découverts en 1958, ces reliefs ont été détectés grâce à une zone de glace anormalement mince et à d'étranges relevés gravitationnels observés lors d'une traversée du continent. Bien que nul ne les ait jamais contemplés directement, les chercheurs en ont cartographié la forme grâce au radar et analysent leur structure interne à l'aide de mesures gravitationnelles et magnétiques. Le plus stupéfiant, c'est que la chaîne Gamburtseff date d'environ 1 milliard d'années. En théorie, elle aurait dû s'éroder depuis longtemps. Le fait qu'elle demeure encore intacte reste une énigme. La plupart des chercheurs avancent l'hypothèse qu'un manteau gelé, enfoui sous la glace, la protège de l'érosion et conserve ainsi cet ancien massif dans un état remarquable. Et pour conclure, sachez que l'Antarctique possède sa propre symphonie. La barrière de glace de Ross, la plus vaste du continent, atteint plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et couvre près de 500 000 km², une superficie comparable à celle de la France. Les chercheurs ont récemment découvert que cet immense plateau de glace chantait réellement. Ce chant étrange naît du vent qui balaie les dunes de neige, provoquant des vibrations dans la glace et un bourdonnement sismique presque continu. On ne peut l'entendre à l'oreille, mais les capteurs sismiques en enregistrent la mélodie plaintive. Cette découverte d'ailleurs fut accidentelle. Les scientifiques avaient installé ces capteurs pour observer d'autres phénomènes liés à la glace. Plus étonnant, la mélodie varie selon les conditions du moment. La fonte, les tempêtes ou le déplacement des neiges modifient la fréquence des vibrations. Les chercheurs exploitent désormais ce chant envoûtant comme un système d'alerte anticipé. En l'écoutant en temps réel, ils peuvent surveiller la stabilité de la barrière de Ross et détecter les signes d'un éventuel effondrement. Des éponges en forme d'amphore, des méduses d'un autre monde, des vers segmentés hérissés de soie, ainsi que d'imposantes pieuvres figurent parmi les plus récentes découvertes en Antarctique. Ces créatures ont été observées suite au détachement d'un immense iceberg, révélant sous la glace un véritable trésor de vie ancienne. En janvier 2025, un immense bloc de glace baptisé A84, aussi vaste que la ville de Chicago,
s'est détaché de la plateforme de glace de George VI, une étendue glacée longue de 450 km, large de 19 à 69 km et épaisse d'environ 250 mètres. Durant l'été austral, de novembre à fin février, la fonte de surface y donne naissance à de longs lacs sinueux appelés lacs glaciaires rubaniformes, dont le nom reflète la forme étirée. Lorsque l'iceberg s'est éloigné, il a mis à nu une portion du fond marin jusqu'alors jamais observée. Le navire de recherche Falkor, II, naviguait à proximité, dans la mer de Bellingshausen. Informés du détachement, les scientifiques ont aussitôt modifié leur programme, conscients de l'opportunité rarissime qui s'offrait à eux. Explorer un lieu vierge et insoupçonné, comme si l'on soulevait une pierre dans une forêt pour découvrir la vie dissimulée en dessous. Les chercheurs ont mobilisé un robot sous-marin nommé Subastian pour sonder les abysses durant 8 jours. Ils ont atteint des profondeurs dépassant les 1280 mètres. C'est là qu'ils ont mis au jour un écosystème insoupçonné, d'imposants coraux et de vastes éponges, littéralement peuplés d'organismes marins, un monde tapi sous les glaces. Les chercheurs s'attendaient à détecter quelques formes de vie, mais furent stupéfaits par leur abondance. Ces créatures sous-marines anciennes ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient depuis des siècles dans ce milieu extrême. Anémones semblables à de petits arbres cotonneux, araignées de mer, poissons des glaces, pieuvres. L'expédition fut retransmise en direct à des scientifiques du monde entier. Et ces vidéos sont désormais accessibles librement. Certaines des créatures découvertes semblent appartenir à des espèces nouvelles, ce qui est particulièrement fascinant. En 2025, il est fort probable que l'Antarctique abrite encore des espèces inconnues, dont certaines pourraient être endémiques à cette région. Cette singularité s'explique par l'isolement extrême du continent, séparé du reste du monde depuis des millions d'années par le courant circumpolaire antarctique, comparable à de vastes douves encerclant un château fort. Même si ces espèces ne s'avéraient pas inédites, les chercheurs ont tout de même identifié des escargots, des vers polychètes munis de soie, de minuscules crabes et autres crevettes, ainsi qu'une rare variété de méduses fantômes, dont l'apparence évoque un monde étranger. Leur nom scientifique, Stygiomedusa gigantea, étant par trop complexe, on l'appellera simplement méduse fantôme géante. Cette dernière est d'une taille impressionnante. Son ombrelle, cette partie ronde en forme de cloche, peut excéder 1 mètre de diamètre. Elle possède également 4 bras traînants, dont chacun peut atteindre 10 mètres, soit la longueur approximative d'un autobus scolaire. Bien que le tout premier spécimen ait été capturé dès 1899, il fallut attendre 60 ans pour reconnaître en cette créature une espèce totalement distincte. La méduse fantôme présente un corps translucide aux reflets violacés, lui conférant une allure spectrale. À la place des tentacules traditionnels, elle possède de longs bras rubanés qui lui permettent d'attraper ses proies et de les acheminer vers sa bouche, située en son centre. Bien que dépourvues de cerveau, ces méduses ont étonné les chercheurs par leur comportement. La méduse fantôme géante semblait mouvoir ses bras avec lenteur et précision, surtout lorsqu'elle traversait d'étroits passages sur le fond marin. Elle paraissait agir avec prudence, de manière presque intentionnelle. Une telle attitude intrigue. Aurait-on affaire à une créature dotée d'une forme de sensibilité? Voilà de quoi susciter le malaise. Les méduses disposent d'un réseau nerveux rudimentaire, mais pas d'un véritable cerveau. Pourtant, les mouvements fluides et contrôlés de la méduse fantôme ont amené les scientifiques à penser qu'elle pourrait être plus intelligente, voire mieux coordonnée que les espèces connues. L'étudier permettrait de mieux comprendre comment des êtres dénués de cerveau peuvent malgré tout explorer, réagir et s'adapter à des environnements aquatiques complexes. Lors de l'exploration des profondeurs antarctiques, l'équipe a fait la rencontre de petites créatures fascinantes appelées polychètes. De nombreuses espèces variées de ces vers évoluent dans les zones extrêmement froides et profondes de l'océan. Leur corps segmenté est orné de minuscules soies disposées le long de leurs flancs, qui leur servent à se déplacer, à percevoir leur environnement et même à se défendre contre les dangers. Un exemple remarquable est l'Eulagiska gigantea, qui habite les eaux glaciales et abyssales, et dont les soies dorées étincelantes lui confèrent une allure particulièrement élégante. Durant leur expédition sous-marine, les chercheurs ont également découvert d'impressionnantes éponges aux formes évoquant de grands vases. Ces organismes, dont la croissance est notoirement lente,
doivent leur gigantisme à une présence continue sur place, s'étalant sur plusieurs siècles, voire davantage. La taille considérable de ces éponges révèle que la faune environnante ne s'est pas installée récemment, mais qu'elle forme, depuis des décennies, des communautés marines pérennes et prospères, dissimulées sous la glace, attestant d'une vie ancienne et résistante à l'âpreté du milieu. Cette découverte a beaucoup surpris les scientifiques. Dans les études précédentes, ils faisaient descendre des caméras par des trous dans la glace ou exploraient des zones d'iceberg longtemps après leur détachement. Et ne voyaient qu'un fond marin nu, presque vide. Mais cette fois-ci, arrivé quelques semaines seulement après le détachement de l'énorme iceberg, l'équipe a découvert ce qui se cachait juste en dessous. Les 14 premiers kilomètres derrière la barrière de glace abritent des écosystèmes riches et animés. Ce milieu sombre, froid et depuis longtemps isolé, accueille pourtant de multiples créatures. Cela prouve que la vie peut survivre dans des lieux que l'on croirait bien trop hostiles ou gelés. En revanche, la présence de cette vie sous la glace ne surprend guère. De nombreux animaux vivent en effet dans des environnements sous-marins, sombres et froids. Il est donc naturel qu'ils habitent également sous cette plateforme glaciaire. La glace les dissimule et les protège des perturbations de surface. Ce qui étonne davantage, c'est la diversité des espèces présentes, malgré l'isolement ancien de ce lieu. Ce milieu ressemble en réalité beaucoup au fond marin des régions antarctiques dépourvues de glace. Comment cela peut-il s'expliquer? Habituellement, de minuscules plantes, les phytoplanctons, prolifèrent près de la surface où la lumière solaire pénètre, fournissant la base de la chaîne alimentaire. De petits crustacés formant le krill se nourrissent de ces plantes la nuit avant de plonger pour acheminer nourriture et nutriments au fond marin. Même leurs déchets participent à l'alimentation de la vie abyssale. Or, la présence d'une calotte glaciaire massive bloque la lumière, empêchant la croissance végétale et la descente du krill. Les scientifiques supposaient alors que la vie y serait moindre. Pourtant, ils y ont découvert une abondance surprenante d'organismes. Il semblerait que la nourriture et les nutriments parviennent à s'infiltrer sous la glace, acheminés par des courants sous-marins semblables à des rivières qui coulent sous l'océan. Les chercheurs ont observé des espèces animales particulièrement âgées, ce qui donne à penser que ces courants, issus pour l'essentiel de la fonte des glaciers, assurent un apport suffisant pour maintenir un écosystème équilibré et dynamique. Personne ne peut prédire avec certitude le sort de cette vie abyssale à présent que l'iceberg s'est éloigné. Ces organismes ont vécu sous une couche épaisse et stable de glace pendant une période indéterminée, dans des conditions d'obscurité totale et d'immobilité. Il est évident qu'ils ne sont guère enclins au changement. La disparition de ce toit glacé pourrait dès lors bouleverser profondément leur environnement. L'un des chercheurs a rappelé que la plateforme glaciaire à l'origine de l'iceberg avait reculé d'environ 40 km en un demi-siècle. Ce retrait s'inscrit dans un phénomène plus large. L'Antarctique fond à un rythme croissant, ce qui contribue à l'élévation du niveau des mers à l'échelle planétaire. C'est ce qui confère à cette découverte son importance capitale. L'équipe cherche à comprendre non seulement ce qui se passe à l'instant présent, mais aussi comment cet écosystème dissimulé s'inscrit dans un cadre plus vaste. En étudiant son évolution sur plusieurs décennies, voire davantage, nous pourrions peut-être anticiper ce qui nous attend. N'est-il pas remarquable que la rupture d'une masse de glace puisse livrer de telles révélations?